avec cette keynote d'ouverture, les nouvelles règles du jeu, géopolitique du numérique et de l'IA. Notre invité va vous proposer un panorama de ses constats sur l'évolution, sur les menaces et les opportunités du numérique dans un contexte ô combien d'incertitudes. La personne que nous allons accueillir tout de suite est entrepreneur, il est ancien vice-président du Conseil national du numérique, il est fondateur de NetVibes mais aussi de Jolly Cloud, il est fondateur du think tank Cybernetica. Je vous demande d'accueillir, puisque c'est le premier intervenant de la journée, avec, s'il vous plaît, des applaudissements nourris, monsieur Tariq Krim, s'il vous plaît. Oh. Bonjour à tous. Bonjour Tariq, bienvenue. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. 15 minutes, le chrono est parti, nous vous écoutons. Parfait. Bonjour à tous. L'objectif de cette keynote est assez simple. Je pense que vous avez beaucoup de boulot tous les jours. Vous passez votre temps à gérer des crises, à réfléchir aux choses liées au cyber. Et une des choses vraiment importantes à comprendre, et c'est ce que j'espère arriver à faire, c'est qu'aujourd'hui, on est entré dans ce que j'appelle le numérique de l'incertitude. Il y a 20, 25 ans, ma génération, et certains d'entre vous ici, on a progressé dans les entreprises, on a pu faire ce que l'on faisait parce qu'on a compris une chose que la plupart des gens n'avaient pas compris, c'est que si on maîtrisait le numérique, on allait monter et on allait devenir les leaders de demain. Aujourd'hui, c'est la même chose avec les questions d'incertitude, de résilience. Il y a des gens qui vont comprendre l'environnement dans lequel on est, il y a des gens qui ne vont pas le comprendre. Et je pense que ceux qui vont le comprendre sont ceux qui vont monter dans les organisations. Très brièvement, j'ai un profil un peu bizarre puisque j'ai fait à la fois du hack dans les années 80, j'ai été ingénieur dans la Silicon Valley dans les années 90, j'ai monté des boîtes à l'époque du Web 2.0, j'ai été journaliste, j'ai travaillé au Conseil national du numérique, donc j'ai travaillé sur la fabrique de la loi. Et depuis quelques années, j'essaye de mettre en avant à la fois la question de la souveraineté numérique, mais aussi le fait qu'il existe un vrai savoir-faire en France. Très rapidement, ce qu'il faut comprendre, s'il y a une chose à comprendre, c'est la slide. La technologie a changé la géopolitique, et la géopolitique est en train de changer la technologie. Ce que je dis souvent, c'est que l'Internet est en fait en 3 étapes. Une première étape qui a été une étape d'expansion. En gros, on n'avait rien, et puis en moins de 10 ans, l'Internet est arrivé partout. L'Internet arrive des États-Unis, avec les règles des États-Unis, avec aussi les règles qui viennent de la guerre froide, donc le FISA, toutes ces lois, et on a tout dérégulé très rapidement. Et tout le monde se disait, la valeur est dans le réseau, il faut construire des réseaux, et puis à un moment donné, il y avait une boîte qui s'appelait WorldCom, dont le patron était en prison, qui a crashé, et on a eu le fameux crash de 2000. Et à ce moment-là, on a fini par comprendre ce que certaines personnes avaient compris, c'est que la valeur n'était pas dans l'infrastructure, elle était vraiment dans le logiciel. Google, personne ne sait ce qu'ils font, tout le monde pense que c'est une boîte sympa, et puis un jour, en 2004, ils annoncent leur introduction en bourse, et on découvre que c'est la plus grande cash machine de l'histoire de l'humanité. Deuxième chose qui s'est passée, c'est ce qu'on a vécu depuis des années, la consolidation. Comment ça marche? C'est très simple. Aujourd'hui, vous prenez 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes dans un petit espace qui crée des logiciels, ce qu'on appelle souvent une start-up. Et il s'est passé quelque chose de nouveau ces dernières années. On a eu le mobile et le cloud. Le mobile, ça veut dire qu'en un clic, des milliards de gens peuvent avoir accès à votre produit. Et le cloud fait que vous pouvez faire tourner des services pour des milliards de personnes. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qui a profité à certaines entreprises, pas toutes, et qui a permis la création de ces acteurs. Pourquoi il y a de la valeur? Et ça, c'est très important, c'est qu'on a créé un système de rente, on développe un logiciel, on le loue, et donc vous êtes dans une solution simple, soit vous louez le logiciel, et vous gagnez des fortunes, soit vous achetez le logiciel. Et d'un point de vue géopolitique, tout a changé parce que pendant très longtemps, la valeur des économies était basée sur de l'industrie physique. Et depuis maintenant une quinzaine d'années,
la véritable valeur, c'est ce cloud capital, c'est-à-dire cette capacité à générer de la rente. Deux zones se sont clairement identifiées. Il y a d'un côté la Chine, qui a ses clients, hein, l'Afrique, l'Iran, la Russie, et évidemment les États-Unis, qui a son terrain de jeu favori, l'Europe. Donc on est dans un monde où la plupart des gens sont en fait locataires. Et pour que ça marche, et c'est ce qui est nouveau et c'est ce qu'on a vu depuis 5-10 ans, pour que ça fonctionne, quand vous êtes Google et vous faites Gmail, prenons Gemini, le nouveau produit, ou OpenAI, il faut le même produit partout, parce que si vous devez l'adapter, ça vous coûte de l'argent. Donc qu'est-ce qu'on fait? On déploie absolument partout, et on veut que la régulation de chaque région soit au minimum contraignante. C'est pour ça qu'il y a des lobbyistes dans tous les pays du monde. C'est pour ça que l'Europe a souvent fait des régulations qui, à mon avis, sont plutôt favorables aux très grands groupes américains plutôt qu'aux jeunes entrepreneurs. Il faut une supply mondiale. Donc il faut toutes les puces, toute l'énergie et les talents du monde entier. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, les talents, on peut aussi les utiliser localement. Donc il y a plein de gens en Europe qui travaillent pour des entreprises de la vallée. Et évidemment, les revenus sont optimisés, on fait tout revenir, et donc on construit véritablement un monstre. 7 monstres, en fait. Alors, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est qu'on est dans une situation très bizarre aujourd'hui, puisqu'on avait un business qu'on va appeler le SaaS, le cloud de rente, qui marche très bien. Et puis, il y a une nouvelle technologie qui arrive, qui change tout. C'est une technologie incroyable, quasiment magique. Vous l'avouerez, la première fois qu'on a tous utilisé ces outils d'IA générative, on se dit on est dans un monde incroyable, mais ça coûte très, très, très cher. Et un autre problème, c'est qu'on est dans une période très instable géopolitiquement. L'IA, c'est à la fois un outil de domination, parce qu'on va le voir pourquoi, mais c'est aussi un outil de conflictualité. Aujourd'hui, on est dans une phase très bizarre parce que l'Internet est en train de se briser. Cette grande unité, ce qu'on appelait, Marshall McLuhan parlait de village global. Ce village global, hélas, mauvaise nouvelle, n'existe plus. Et donc, on a aujourd'hui une nouvelle tendance, alors de la cyber sovereignty, qui est un peu différent de la souveraineté numérique. Cyber sovereignty, c'est ce que les Chinois ont dit dès 1997. On adore l'Internet, mais on va le gérer nous-mêmes. La Russie dit plus ou moins la même chose, l'Inde dit plus ou moins la même chose. Quand l'Inde décide de retirer TikTok et une centaine d'applications chinoises, ils appliquent ça. Quand l'Europe fait le GDPR et toutes les régulations, elle dit d'une certaine manière, notre territoire va être à nous. Et puis, le splinternet, c'est-à-dire que physiquement, l'Internet se casse. Vous avez dû tous voir récemment, alors on en parlait il y a 5 ans, à 5 ans tout le monde nous disait mais tu exagères un peu, et aujourd'hui on est vraiment dedans. Donc clairement les câbles, ce qui pose d'ailleurs une question, quel est le backup des câbles? Est-ce que c'est le satellite? Ça donne un pouvoir extraordinaire à Elon. L'autre chose qui est nouvelle, c'est que l'Internet avant et la technologie façonnait le conflit, aujourd'hui c'est le conflit. On a d'un côté tout ce qui est guerre électronique, donc attaque cyber. Alors vous connaissez ça par cœur parce que c'est malheureusement votre quotidien. Alors ce n'est pas forcément le quotidien des attaques des États, plutôt des cyber criminals. Mais vous avez aussi cette question où les narrative warfare, ce qu'on appelle souvent la désinformation, la guerre par le droit, soudain telle loi me permet d'extraire des données de votre data center sans même que vous le sachiez. Donc on a vraiment un environnement qui est totalement nouveau. Et puis la troisième chose qui est, à mon avis, le potentiel de l'IA, c'est cette amplification cognitive. C'est-à-dire que soudain, si ce qu'on appelle le agentic AI, c'est-à-dire la création d'agents, on va dire d'employés synthétiques, est une réalité, alors là, on change de monde. On peut imaginer des choses qui auraient beaucoup plus de valeur que simplement faire un logiciel. Je fais un logiciel pour gérer la compta, et je génère un comptable artificiel qui va la faire à ma place. Je lui dis juste ce qu'il a à faire et il le fait pour moi. Et cette idée est ancrée en ce moment dans on parle de 200 à 300 000
300 milliards de dollars, on est dans des sommes complètement folles, avec cette idée que si on met suffisamment de puissance de calcul, on résout tous les problèmes. Vous avez vu qu'AlphaFold a eu le prix Nobel, qu'aujourd'hui on parle de cette idée de créer des forces synthétiques, y compris dans le militaire. Il y a peut-être aujourd'hui, la Chine parlait à un moment donné d'avoir des milliers d'agents qui vont aller sur LinkedIn partout pour faire du recrutement, Donc on peut imaginer des choses complètement folles qui sont possibles, que ce soit pour le militaire, que ce soit pour l'intelligence, que ce soit pour la vente, évidemment, pour le support, demain pour les services publics. Donc tout le monde est obsédé par cette idée du potentiel. Le problème, c'est pour que ça marche, on ne sait pas vraiment pourquoi ça marche. Quand vous demandez à tous les gens qui travaillent là-dessus, ils disent on ne sait pas exactement pourquoi ça marche, mais on sait une chose, c'est que plus on met de données, plus on met de CPU, mieux ça marche. C'est ce qu'on appelle les laws of scale. C'est un peu comme la loi de Moore pour l'AI, mais ce n'est pas une loi. D'ailleurs, la loi de Moore n'est pas une loi, c'est juste une observation. Et donc, aujourd'hui, on est dans une bataille complètement colossale. C'est qu'il y a un pari qui a été fait. Alors, vous connaissez peut-être la blague de la Silicon Valley qui dit que dans l'IA, il y a des gens qui dépensent 1 milliard de dollars, un peu Mistral. Des gens qui dépensent 10 milliards de dollars, c'est OpenAI ou Anthropic. Et les gens qui dépensent 100 milliards de dollars, ça c'est Apple, Google, Microsoft et les autres. Et comme c'est un pari colossal, évidemment, on veut tous les talents, toutes les données, tout le compute possible, et pour le compute, évidemment, toute l'énergie, et j'aurais dû rajouter l'eau, puisque vous savez qu'un data center a besoin d'eau, et que quand vous avez un data center quelque part, le prix de l'eau aux alentours, augmente fortement. Des challenges énormes, parce qu'en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'on est à la fois dans une phase de déglobalisation, où tout le monde dit America's first, China first, peut-être au jour on dira Europe first, et en même temps, il n'y a pas d'IA sans coopération. On ne peut pas faire une puce, TSMC ne peut pas faire une puce sans le Japon, la Corée, l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, la France et les États-Unis. Donc en fait, on est dans une espèce de contradiction permanente. Le véritable enjeu pour nous, c'est de savoir si ce combat absolument dantesque qui se fait en ce moment entre la Chine, qui semble avoir un avantage depuis quelques semaines, puisque le nouveau modèle d'Alibaba est considéré comme étant le meilleur modèle LLM, et de l'autre côté, les États-Unis, à la fois dans le privé et dans le public, puisque vous savez que Trump a annoncé qu'il va nommer ce qu'on appelle un AI tsar. Un tsar, c'est une personne qui va être dédiée au sujet. On ne sait pas encore qui, mais il est clair qu'il y a des ambitions énormes qui ne sont pas que la suprématie technologique, suprématie militaire. On l'a vu avec la guerre en Ukraine aujourd'hui. On est passé d'une guerre standard à une guerre d'ingénieurs, ou les brouilleurs, anti-brouilleurs, drones, anti-drones, etc. Donc on est data. Donc on a complètement changé, ce qui fait que désormais les armées du monde entier se disent nos tanks ne servent à rien, et les ingénieurs qu'on devrait avoir pour construire les armes de demain bossent chez Google, OpenAI et les autres. Donc c'est un véritable enjeu, et c'est un enjeu pour nous en Europe aussi, de savoir comment nous allons pouvoir construire un avenir dans ce domaine. C'est l'enjeu des 10 prochaines années. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a une question ou des questions, je serai disponible un peu dans l'après-midi pour en parler, mais en tout cas, une chose à retenir qui est importante, on est dans un enjeu avec la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre. L'Europe a beaucoup de talent, a beaucoup de savoir-faire, mais la question qui va se poser pour nous, c'est est-ce qu'on a la vision d'exister dans le monde qui vient? Je vous remercie. Merci beaucoup, Tariq Krim. Merci infiniment.